Caroline Janvier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On va parler Parlement avec vous, parce que vous êtes une des députées en vue, notamment pour votre liberté de parole. Comment trouvez-vous ce fonctionnement de l'Assemblée depuis un an? Est-ce qu'il est vertueux parce que comme il n'y a pas de majorité, il faut discuter, trouver des compromis? Ou est-ce qu'il est bloqué parce qu'on ne peut pas avoir de grandes réformes, là où les rassemblements politiques sont impossibles? Alors, ce qui est tout à fait vertueux, c'est que l'Assemblée redevient un lieu politique, actif. Ça se passe là. Ça se passe là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en l'absence de majorité absolue, on ne peut pas avoir une majorité qui décide de tout, une opposition qui s'oppose de façon systématique. Il faut que l'on débatte, il faut qu'on construise des compromis. Ce qui fonctionne moins bien, c'est évidemment cette invective permanente, cette radicalisation des débats, où vous avez notamment les deux extrêmes de l'hémicycle, LFI à l'extrême gauche et le Rassemblement national à l'extrême droite, qui sont dans une forme de remise en cause systématique du fonctionnement de nos institutions, même des soubassements de notre Constitution. Je pense à la question, par exemple, des droits de l'homme concernant l'extrême droite, qui remet en cause ce bloc de constitutionnalité. Donc, on voit bien qu'on a, je dirais, une fragilisation de nos institutions et un risque pour les prochaines échéances. Est-ce à dire qu'il faudrait remettre à plat cette Constitution et que chacun propose sa 6e République? Les LFI le disent clairement. Est-ce que la majorité ne devrait pas dire, à l'aune de cette expérience, on va proposer de nouvelles institutions? Alors, moi, je crois que cette Constitution a montré sa solidité et sa souplesse. Les dernières élections législatives ont permis une forme de proportionnel à l'Assemblée qu'on croyait impossible avec ce scrutin majoritaire. Les résultats ont montré l'inverse. Donc on voit bien qu'on a une Constitution qui s'adapte. Et moi, je crois qu'il est très dangereux de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le projet de LFI ne présente aucune garantie démocratique. C'est-à-dire qu'il propose un changement de régime avec un projet politique très radical, de rupture profonde. Aucun élu de la 5e ne pourrait siéger dans cette Assemblée constituante. Et nous n'avons absolument aucune garantie que le régime qui serait mis en place par cette Assemblée constituante serait démocratique. Donc moi, je crois que c'est un projet dangereux. Peut-être qu'il nous faut réformer la Constitution sur un certain nombre de sujets, sur davantage de proportionnel, sur la façon dont les élus nationaux peuvent avoir des fonctions aussi dans les organisations territoriales. Mais je crois que ça serait dangereux, en effet, de remettre tout à plat. Alors, épreuve du feu le 8 juin pour ce fonctionnement du Parlement. La proposition de loi Lyotte qui veut abroger la récente réforme des retraites devrait venir au vote. Je dis devrait parce que certains disent non, il faut la bloquer avant, au nom de l'article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires de créer des dépenses, de creuser le trou du budget. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion? Il ne faut pas aller au vote. En tout cas, je crois qu'il faut se rappeler que l'article 40, c'est quand même un levier constitutionnel qui vise à rationaliser et donc quelque part à contrôler l'activité des députés qui sont dans une asymétrie par rapport à l'exécutif qui lui peut créer des charges et donc moi j'ai toujours été plutôt défavorable à cet article 40 qui dans la réalité entrave, limite notre pouvoir d'amendement, notre pouvoir législatif. Mais responsabilise aussi les parlementaires face aux finances publiques. Encore une fois, je crois que la responsabilité, elle doit être partagée du côté du pouvoir législatif comme du côté du pouvoir exécutif. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que la règle s'applique des deux côtés et que le député qui fait la loi, vous pouvez pas faire de loi sans créer de charge. À un moment donné, n'importe quelle politique publique, elle a un coût. Donc je crois que c'est important que nous gardions cette autonomie de déposer des propositions de loi avec cette pratique qui fait qu'elles sont recevables a priori. Et s'agissant de la journée, moi je pense que ça peut être intéressant qu'on ait un débat. Je pense qu'une journée, n'ayant pas pu en 2 semaines épuiser les débats, je pense qu'en une journée, nous n'aurons pas le temps d'épuiser tous les sujets, mais je crois que ça peut être intéressant que chacun rappelle ses positions, que nous ayons peut-être un débat davantage de fond que ce que nous avons eu lors de cette réforme, du fait des amendements, notamment de la France Insoumise. Donc oui, moi je crois que ça peut être intéressant qu'on ait ce débat. Est-ce que nous aurons le temps d'aller au vote ? Ça n'est pas sûr. Ça serait une bonne manière d'en sortir en fait de cette impasse. On aurait un vrai débat de fond, chacun pourrait dire son opinion, mais on vote pas, comme ça on ne crée pas de crise politique.
Oui, moi je pense que ça serait la meilleure option, en effet, une sortie par le haut, un débat de fond où chacun exprime vraiment ses positions sur cet article 7, sur ce recul de l'âge de départ à la retraite. C'est vraiment un débat que nous n'avons pas pu avoir, du fait de ces, je crois, c'était 19 000 amendements, notamment de la NUPES. Mais effectivement, en une journée, c'est peut-être compliqué d'aller jusqu'au vote. Le partage de la valeur dans l'entreprise, les partenaires sociaux sont tombés d'accord, le gouvernement veut retranscrire leur accord directement dans la loi. Ça, le Parlement va s'en emparer et voter directement, ou au contraire, vous allez mettre en miettes cet accord? Alors, je crois que nous aurons ce qui est important, c'est que nous ayons un débat, encore une fois, sur cette question. Vous voterez pas à l'aveugle? Voilà, évidemment, c'est bien le rôle du politique que d'entendre ce que disent, encore une fois, ce que dit la démocratie sociale, ce que disent les partenaires sociaux, et de transcrire ça, effectivement, après un débat contradictoire, qui permette de voir toutes les implications de ce vote. Mais ça sera voté? A priori, oui. Et donc, ça réconcilie un peu le politique et le syndicat, le gouvernement et les syndicats? Tout à fait. Moi, je crois que c'est intéressant de voir que nous pouvons avancer sur un certain nombre de sujets qui, pour le coup, sont vraiment au cœur des préoccupations des Français. On voit bien que la question des salaires, que la question du pouvoir d'achat, que la question d'inflation, c'est aujourd'hui quasiment le sujet de préoccupation numéro 1. Donc oui, je crois que c'est tout à fait positif et encourageant. Sujet suivant, qui va aussi arriver à l'Assemblée, l'immigration. La droite propose 2 textes. Un pour changer la Constitution et faciliter le recours au référendum, article 11, et puis un autre texte sur le sujet même. Est-ce que vous, majorité, vous négocierez avec les LR pour tomber d'accord sur un texte sur la base de leurs propositions? Ça me paraît très compliqué. Moi, je vais vous dire sur ce sujet, je fais partie de ceux qui pensent que la question de l'immigration est, souvent débattue avec une mauvaise approche. C'est-à-dire qu'on oublie la question économique. 95% des immigrations le sont pour des raisons économiques. C'est-à-dire des gens qui viennent pour trouver du travail, des employeurs qui ont besoin de ces salariés-là. Dans un certain nombre de secteurs en tension, on les connaît bien. Et bien souvent, la question de l'immigration, elle est traitée sous l'angle de l'identité, de l'intégration, de la menace que certains agitent sur le plan idéologique. Culturel. Voilà. Et je trouve que la façon dont les LR se sont exprimés sur ce sujet-là, ça augure assez mal des termes du débat. Et moi, je suis pas favorable à ce qu'on l'aborde sous cet angle-là. C'est-à-dire, ils sont allés trop à droite, ils sont allés chasser sur les terres du RN, de Zemmour. Oui, encore une fois, ils ont fait de la politique sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils ont posé un certain nombre de conditions qu'ils savent quasiment impossibles pour une partie du groupe Renaissance notamment, pour quelque part, comme dans une négociation, partir très très loin pour arriver à un point d'équilibre qui soit plus éloigné de celui qu'on imaginait au départ. Ils disent aussi, non, le patronat ne veut pas de régularisation des clandestins, alors qu'on entend du côté de la majorité, si, les employeurs veulent qu'on régularise leurs clandestins. Oui, et c'est le cas. Moi, c'est ce que nous disent en effet un certain nombre de chefs d'entreprise. Vous avez beaucoup de secteurs, je pense service à la personne, je pense à tout un tas d'emplois industriels. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une difficulté. On a un chef d'entreprise sur 2 qui vous dit qu'il a des difficultés de recrutement. Donc, je veux dire, c'est très concret. Là, on n'est pas dans l'idéologie. Donc, l'immigration et la régularisation, c'est un impératif économique. Sur un certain nombre de secteurs en tension, oui, évidemment. Faut-il changer l'article 11 de la Constitution pour faciliter les référendums? Sur l'immigration, on propose la droite, mais ça pourrait être aussi utilisé pour d'autres sujets. Moi, je crois davantage au référendum sur des sujets locaux. Je crois que le piège parfois du référendum avec une approche très binaire d'un sujet, ne permet pas toujours. On l'a vu sur le Brexit, où aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a une majorité d'Anglais qui regrettent la sortie de l'Union européenne, et on voit bien que le débat avait été biaisé. Donc moi, je crois davantage à la question, au fait de traiter beaucoup de sujets d'aménagement du territoire, d'équipement sur le plan local. Et je pense qu'un référendum sur l'immigration. Quelle est la question que vous posez, par exemple avec l'article 11, on prend une loi et on la fait ratifier ou non. Oui, mais encore une fois, je pense que ça favoriserait une vision assez manichéenne sur des sujets qui sont très compliqués et qui encore une fois, dépendent beaucoup de la façon dont on construit les termes du débat et de l'approche économique, culturelle, sociétale qu'on utilise.
Alors vous travaillez avec l'opposition sur l'installation des médecins en zone rurale, notamment là où il y a un déficit de présence médicale. C'est avec Guillaume Garot, donc socialiste, que vous travaillez. Est-ce que votre but, c'est d'être coercitif avec les médecins qui soient obligés pendant un certain nombre d'années au début de leur carrière d'aller où on leur dit d'exercer ? Non, en tout cas, c'est de dire qu'à un moment donné, on ne peut plus avoir des médecins qui s'installent dans des zones surdenses. On connaît bien l'exemple de la région PACA notamment, et avoir dans d'autres endroits, c'est le cas de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret où j'habite, où vous avez des gens qui sont dans une situation de détresse. Moi, j'ai toutes les semaines des centaines de mails, j'ai des appels d'élus locaux qui me disent la difficulté dans laquelle sont leurs administrés parce qu'ils n'ont pas de médecin, parce qu'ils craignent pour leur vie de leurs proches, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le rendez-vous chez le cardiologue pour leur époux, le suivi de leur enfant sur des sujets. Donc c'est vraiment une situation qui devient dramatique. On a construit un certain nombre de réponses, mais qui auront un effet sur le long terme, encore une fois. Parce que fin du numerus clausus, etc., voilà, ça prendra 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Et donc, il faut, je crois, bien que l'on repense notre système et l'organisation de notre système de soins, et on peut pas, à mon sens, avoir une médecine un peu à deux vitesses, avec des médecins qui portent à bout de bras les hôpitaux, qui s'installent dans les zones rurales, qui sont en secteur 1, et d'autres médecins qui vont exercer dans des endroits où il n'y a pas besoin et qui sont dans une forme de logique un peu commerciale de la médecine. L'État paye les études de médecine, parce que les études sont gratuites en France, donc on pourrait dire aux médecins, pendant les 2 premières années, vous allez là où on vous dit d'aller. Oui, moi je crois qu'il faut que l'on considère à un moment donné que les médecins, il y a la question de la formation, mais il y a aussi la question ensuite de leur rémunération, qui repose sur des financements sécurité sociale et donc des cotisations de l'ensemble des Français. Et à un moment donné, je crois qu'il faut qu'en effet, qu'on rappelle ça, parce qu'on voit qu'on a aussi un certain nombre d'hôpitaux qui sont en difficulté pour appliquer les limitations des astreintes, et on voit que on a une forme de chantage de certains médecins qui vont vous dire si vous limitez ma rémunération, je ne viendrai plus exercer ici, je vais aller ailleurs, et ça c'est absolument scandaleux. À Saint-Brévin, où le maire a démissionné après des menaces et des agressions, la gauche manifeste aujourd'hui. Vous, sur le terrain, dans le Loiret, vous avez été confronté à des violences, vous voyez des élus confrontés à des violences ? Bien sûr, ça devient, je dirais, le quotidien presque habituel d'un élu local, d'un élu national. En tant que parlementaire, je reçois beaucoup de menaces. Et comment on se défend ? Alors on porte plainte et puis on attend ? Évidemment, on porte plainte de façon systématique, ça c'est une évidence. Il y a la question de la sanction qu'il faut à mon avis qu'il faut durcir. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut réfléchir au niveau de responsabilité, et notamment à ceux qui arment les esprits d'une certaine façon et qui alimentent cette violence, qui alimentent cette colère. Vous voyez, on a quand même un certain nombre, et encore une fois, là, je pense aux 2 extrêmes de l'hémicycle, à l'extrême droite, avec des manifestations, on l'a vu pour le maire de Saint-Brévin, on avait des gens de Reconquête, du Rassemblement national qui ont alimenté la colère contre ce maire. À l'extrême gauche, on le voit aussi de façon régulière avec des panneaux de type Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Donc je crois aussi qu'il faut qu'on aille chercher les responsabilités politiques. Caroline Janvier, merci, bonne journée. Merci à vous. Madame, monsieur, merci. On retiendra, je crois, au référendum pour des sujets locaux. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie de Mélanie Vogel, qui est sénatrice Europe Écologie Les Verts des Français de l'étranger. À demain. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr.